Salut à tous et bienvenue sur VolleyPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien pour ce top duel commander de l'extension Spider-Man. Aujourd'hui, une quinzaine de cartes dont je vais vous parler. Comme d'habitude, on ratisse un petit peu plus large, hein. On va pas juste à ce qui a l'air d'être jouable et joué tout de suite de façon évidente. Je ratisse un peu plus large pour vous donner comment je réfléchis, comment je sélectionne ces petites cartasses de l'extension. J'ai aussi regardé l'extension Spider-Man Eternal Legal, mais c'est plutôt pour des decks de démarrage, on va dire. Il n'y avait rien à se mettre sous la dent. En tout cas, j'ai jugé qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Donc là, on n'est que sur l'extension principale Spider-Man, bien évidemment. Évidemment, les Secret Lair, c'est des reprints, donc voilà, ça compte pas si jamais vous vous demandez, puisque les cartes existaient déjà. Avant de partir sur ce petit top et ces 15 cartes délicieuses, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, et on remercie les sponsors. D'abord la belle carte, labellecarte.fr, code VolleyPL 2025 sur labellecarte.fr justement, ça vous donne 5% de réduction lorsque vous utilisez le code pour la première fois et ça fait plaisir. Merci beaucoup à GameGenic qui nous soutiennent pour l'année 2025 avec ce genre de magnifique produit là, c'est incroyable, on peut l'ouvrir, il y a un deck d'essai dedans. Attention, si je le penche trop, ça se casse la gueule. Ce serait bête de renverser un slim foot partout sur le bureau. Ça va en foot partout, en plus c'est des champignons, ça colle. Merci beaucoup à GameGenic du coup qui nous soutient sur l'année 2025. Et merci également à ceux qui passent sur Voct. Avec le code LabelCard, quand vous créez votre compte, vous avez 10 € offerts. Mardi, jeudi, dimanche à 19h, on fait des lives, on se régale. On se régale, juste. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On est parti pour ce top. Alors c'est pas classé, hein, c'est simplement les 15 cartes dont j'ai jugé bon de vous en parler. Et c'est 15 parce que cette fois-ci c'est 15, ce sera peut-être 30 la fois d'après et 3 la fois suivante, on ne sait pas trop. Évidemment, le spectaculaire Spider-Man, bon bah ça tu connais. Ça c'est des bonnes stats, 3 de flash pour 2, déjà on est content. Créatures légendaires, une araignée, humain et héros, ce qui permet de l'avoir éventuellement comme swap ou en tant que commandant. Voilà, je le dis parce que ça existe, mais je pense que c'est pas trop l'intérêt, hein. Le but c'est surtout des bonnes stats en flash et deux bons effets. Le premier, une capacité d'évasion pour un petit mana, d'avoir le vol. On va pas forcément s'en servir en curve, mais plus tard dans la partie, on a forcément un mana qui traîne, donc en fait c'est une 3 de flash vol dans bien des cas. Ou sinon, pour un mana, on le sacrifie, ce spectaculaire Spider-Man, et ça donne l'indestructible, la défense talismanique à tous nos créatures. Tous nos autres, bah, en même temps, lui, il est plus là, puisqu'il est sacrifié. Donc c'est pas mal, c'est deux effets sympas, des bonnes stats pour faire la bagarre. 3, c'est un bon chiffre pour beatdown en plus, pour seulement 2 mana, c'est cool. Et sinon, en flash, on a 3 mana protéger le board, ou alors 2 puis 1 mana plus tard. C'est des bonnes stats, rien de transcendant non plus sur ce Spider-Man, juste ça fait le taf et ça m'étonnerait énormément qu'on ne voit jamais ce Spider-Man jouer dans aucun deck blanc. Peut-être plutôt pour les decks mono blanc ou blanc bleu flash. Il y a pas mal de petites cartes un peu sympas pour les decks tempo justement, Azorius, donc peut-être une maison pour ce Spider-Man. Hydroman, Félon fluide, je pense que je suis un petit peu biaisé sur la carte parce que je trouve que l'effet est assez unique, mais je vais essayer de bien vous la vendre. Pour 2 mana bleus, on a une 2-2 élémental méchant légendaire. Donc ça peut être votre général, mais c'est pas spécialement le but. À chaque fois que vous lancez un sort bleu, si Hydroman est une créature, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc une espèce de prouesse un peu de luxe. Enfin, de luxe et restreinte. Donc si vous jouez mono bleu, c'est de luxe. Si vous jouez plusieurs couleurs, c'est restreint. Au début de votre étape de fin, dégagez Hydroman. Jusqu'à votre prochain tour, il devient un terrain et acquiert, engagez-le, ajoutez un mana bleu. Sachant que il devient un terrain du coup dès que vous le jouez, et il ne subit pas, en tout cas sur Arena ça marchait comme ça, il ne subit pas le mal de vocation comme il devient un terrain. Ce qui fait qu'il fait du mana bleu tout de suite. Enfin, tout de suite à votre étape de fin et pendant le tour adverse, puisqu'ensuite il redevient créature et il ne fait plus de mana. Du coup, c'est une façon un peu de ramper pour les decks bleus. Je m'explique. Vous avez du mana que pendant le tour adverse, au début de votre étape de fin jusqu'au prochain tour, mais dans ce genre de deck-là, en fait, vous allez souvent avoir envie d'utiliser votre mana pendant le tour adverse. Donc, ce qui veut dire que ce Hydroman, il vous donne un mana quand vous en avez besoin, donc ça vous fait techniquement ramper. Puisque au tour 2, vous le castez, il vous reste quand même un mana pour lancer un petit spell, petit Force Spike, petit top, tu connais. Et ensuite, à partir du tour 3, 4, 5, etc., vous avez toujours ce petit mana en plus tous les tours pour potentiellement caster des spells pendant votre tour et garder du mana up pour des petits counter spells, des petits boons, des petits trucs de coquin de mono bleu. Je dis mono bleu parce que vu qu'il coûte 2 mana bleu, c'est peut-être un peu dur à caster si vous jouez trop de couleurs. Au-delà de ça, au-delà du petit mana qu'il va faire ce Hydroman, qui est quand même intéressant le mana, hein, puisque quand vous arrivez à avoir pas mal de mana, ça
ça vous fait ramper techniquement ou ça vous assure un land drop, ça vous permet justement de casser plusieurs spells par tour, ce qui est le point faible des decks contrôle. Quand vous ne pouvez pas casser plusieurs spells par tour, donc pour faire de la value ou contrer plusieurs menaces, bah, c'est là où vous allez être pris de court contre les autres decks et perdre la partie. Donc cet Hydroman, il remplit bien ça. Sinon, il a un body, donc uniquement pendant votre tour, mais qui va proposer quelques patates. Puisque une fois que vous avez bien contrôlé le début de partie, ce Hydroman, il va mettre des petits coups. Parce que c'est facile de caster un ou deux spells bleus, notamment de pioche, des cantrips ou autres par tour, pour aller buzionner comme ça, aller taquiner la belette de votre adversaire. Donc cet Hydroman, il peut faire plein de choses. Après, voilà, il est très limité, c'est 2 mana bleus. Si on veut bien s'en servir, il faut que ce soit notre commandant. Si on veut jouer mono bleu, je pense qu'il y a d'autres choses qui nous font envie, mais peut-être qu'un petit slot par-ci par-là dans des decks base bleu contrôle, peut-être Dimir. Hein. Dimir sont essentiellement des decks mono bleu avec un peu de noir, donc ça peut accueillir aussi éventuellement Hydroman. Peut-être qu'on peut faire des choses. Voilà. Moi je le souligne parce que je ne l'ai pas vu beaucoup souligné par-ci par-là, et je trouve ça dommage. Il mérite ce petit Hydroman. Ensuite, Lady Octopus, inventrice inspirée. On en a parlé avec Val pendant les reviews standards, même si c'était pas trop le propos, mais ça m'a donné l'idée du coup et l'envie de vous en parler un petit peu plus. 0,2 pour 1, à chaque fois qu'on pioche notre première ou deuxième carte à chaque tour, on met un marqueur ingéniosité sur Lady Octopus. Donc si vous piochez 2 cartes par tour, vous mettez 2 marqueurs. Et quand on l'engage, on peut lancer un sort d'artefact depuis notre main avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de marqueurs ingéniosité sur Lady Octopus sans payer son coût de mana. Donc tous les tours, on va caster un artefact qui coûte 1, 2, 3, X mana gratuitement. Le but, c'est pas de monter à 10 mana pour lancer des gros arthos gratuitement, enfin 10 marqueurs pour lancer des spells qui coûtent 10 mana. Simplement d'avoir entre 1 et 4 marqueurs, voire même 1 et 3 marqueurs, c'est largement suffisant, puisque gagner du coup justement entre 1 et 3 mana, et ben ça fait déjà des chocs à pic. Donc sur un tour 1, qui peut bloquer un petit peu, pas énormément, elle n'est pas 0,3 malheureusement Lady Octopus, mais on ça aurait peut-être été un peu craqué. Elle est 0,2. Très vite, dès le second tour, vous pouvez déjà caster des spells qui coûtent 0 ou 1, parce qu'il y a de bons artefacts qu'on a envie de caster à 0, typiquement les spells avec le suspend. Ça c'est pas mal. Donc si on a un talisman, un espèce de Sol Ring, ou alors un talisman qui fait un mana de la couleur de notre choix, ce qui nous permet déjà d'avancer en mana, donc de la rembourser si elle passe simplement un tour. Vu qu'elle arrive au tour 1, c'est quand même pas trop dur de la faire passer un tour, surtout si vous commencez. Donc on a une base un peu stacks, stratégie, artefacts, plein de trucs à faire je pense avec cette Lady Octopus. Et si jamais l'adversaire ne peut pas la gérer, en ce cas-là vous allez pouvoir caster des trucs à 2, 3, 4 mana assez facilement, sachant que dès le tour 2, du coup, vous avez casté tour 1, vous pouvez faire un petit cantrip pour mettre le deuxième marqueur sur elle et caster déjà des artefacts qui coûtent 2 au tour 2, en plus d'avoir utilisé du mana pour faire autre chose à côté. Pour faire autre chose pendant à côté, j'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment grandiose ce que ça peut faire les Octopus. Par contre, tous les removals, mais vraiment tous les removals de la Terre, à part Lavadart et Gutshot, tuent les Octopus. Donc si vous basez votre stratégie sur le fait que vous allez accélérer en mana avec elle, et que bah, du coup tous les decks facilement vous la gèrent, ça peut être problématique. Moi, je l'imagine dans un deck où juste on va essayer de curver des Arthos avec une stratégie pas facilement disruptable de la part des oppos. On a accès à du bleu, donc à des contres, donc on n'est jamais pris au dépourvu, on va dire. Et on a le côté, moi j'ai mon tour 1, c'est Lady Octopus. Je peux bloquer si vraiment c'est la dèche contre aggro. Sinon, je vais m'en servir pour caster des trucs. Suivant votre main, si vous n'avez pas grand chose à en faire, en fait, ça va être un bait. Et vous allez échanger une carte de la main de votre adversaire qui sera l'anti-bet contre une carte de votre CZ qui n'est pas une carte de votre main. Donc vous avez déjà fait de la value. La caster à 3, ça reste décent si vous allez accélérer en mana derrière, hein, puisqu'elle va vous faire gagner 1 à 2 mana dès le tour suivant. Caster à partir de 5 mana, ça commence à peut être trop intéressant. Là, on est sur un chum blocker quand on fait une full, donc c'est pas ouf. Mais ouais, du coup, plein de trucs sympas à faire avec cette Lady Octopus. Enfin, plein. Pas beaucoup différentes, mais plein de builds quand même différents, je pense, parce qu'il y en a qui vont essayer de ramper justement dans des gros trucs en piochant vraiment 2 cartes tous les tours et en essayant de casser des gros trucs. Il y en a qui vont être plutôt low ressources et stacks. Je pense que c'est les meilleurs decks qui peuvent le mieux s'en sortir et qui marcheront difficilement contre aggro, mais assez bien contre midrange et contre combo slash contrôle. Donc ouais, les Octopus, pourquoi pas. Norman Osborn, disclaimer tout de suite, à mon avis, c'est pas si bien que ça, mais c'est une bête tricolore qui connive. Shout out à Raffine, qui est encore dans mon cœur. Je ne me suis toujours pas remis quelque part du deuil, même si je l'ai quitté avec le sourire. Voilà, quelque chose en moi me fait dire que
Voilà, Raffine, peut-être, elle aurait pu passer 2-3 mois de plus et j'aurais pu me régaler avec. Norman Osborn, pour 2, on a une 1-1 qui ne peut pas être bloqué, qui connive quand il inflige des blessures de commun à un joueur. On n'est pas sur Raffine. On n'est clairement pas sur Raffine. Mais par contre, pour 4 mana, donc Grixis, donc bleu, noir, rouge, on transforme Norman Osborn et on peut le caster directement pour son coup de 4. On n'est pas obligé de passer par Norman. Et il devient évidemment le bouffon vert. 3-3 vol menace, les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent 2 de moins, et chaque carte non terrain dans votre cimetière le désordre, donc ça veut dire que si vous en êtes défaussé dans le tour, vous pouvez le caster pour le coup de désordre. Le coup de désordre, c'est le coût en mana de la carte, moins 2 grâce à l'effet du bouffon vert, donc ça réduit de 2 le coût de tous vos spells que vous lancez du cimetière, donc d'où vous êtes défaussé. Pourquoi je le mentionne? Donc au-delà de l'artwork qui est vraiment formidable avec la compo, les couleurs, etc., ça reste quand même un drop 2 imbloquable qui connive, donc il vous fait un petit peu de QA en grossissant, puisque quand il vient 2-2, 3-3, 4-4 imbloquable, l'adversaire il passe un mauvais moment. Ça vous donne accès à Grixis, hein, c'est pas mono bleu, donc c'est quand même une palette assez large, avec de très bonnes cartes, de très bonnes couleurs de Duel Commander, Grixis. Et voilà, si vous avez besoin, genre vous vous faites gérer une fois le Norman, c'est peut-être un peu lent de le recaster en Norman, donc vous pouvez passer directement à la phase bouffon vert à la fois d'après pour avoir une 3-3 vol menace, qui peut vous faire de la value différemment. L'intérêt, c'est d'avoir un Norman et un bouffon vert sur le champ de bataille pour profiter au max de synergie, mais vous n'avez pas le droit en Duel Commander, malheureusement. Donc, faut trouver des subterfuges. C'est pas trop dur en Grixis, honnêtement, d'avoir des cartes qui vous demandent de vous défausser pour avoir des effets bénéfiques. Triomphe amer, par exemple, c'est un anti-bête pas trop dégueu qui vous demande de payer 3 points de vous défausser. Donc, vous pouvez trigger le bouffon vert si besoin. Et je pense qu'on peut faire un Grixis un peu tempo mid-range assez sympathique avec ce Norman. Je ne sais pas si ce serait compétitif. C'est complexe à la grandeur de comment ça s'appelle d'Aragorn. Je vous aurais dit ça c'est parfait parce que ça se bat très bien comme c'est tricolore, ça a de la discard grâce au noir, et tour 2 on a une bête imbloquable qui va du coup empêcher l'adversaire de prendre le monarque parce que sinon on lui reprend tous les tours. Il le reprend aussi, mais on fait ping-pong, on pioche tous les deux une carte. À ce petit jeu-là, c'est qui va gagner, on verra bien. Là, c'est plus trop la grandeur d'Aragorn. Il est toujours très présent, attention, mais beaucoup moins qu'avant. Donc c'est pour ça ce Norman, peut-être qu'il arrive un petit peu tard dans le format. En tout cas, j'ai très envie de tester la carte. Ensuite, on passe à Sens d'araignée. Bon, très brièvement, hein, c'est un counterspell qui contre éphémère, rituel ou capacité déclenchée et qui peut se caster pour lanceur de toile. Donc vous reprenez une bête engagée dans votre main, vous payez un mana bleu. Donc c'est très bien dans les decks U-White Tempo dont je parlais tout à l'heure. Dans les decks Tempo bleu en général, c'est très bon aussi. Par contre, le fait que ça cible que éphémère, rituel ou capacité déclenchée, c'est vraiment dans les decks Tempo ou peut-être Hard Control qui veulent vraiment jouer le plus de contre possible, notamment pour les mirrors. Ça reste une négate acceptable qui peut en plus contrer certaines capacités déclenchées par moment. Pour moi, si vous ne pouvez pas le caster en lanceur de toile, c'est très dur de justifier la présence de ça dans votre deck. Hein. Une place sur les 99, c'est très cher. Par contre, comme on aime bien reprendre des cartes en main, faire des petits tricks de filou quand on joue tempo, la capacité lanceur de toile, elle donne une dimension particulière à la carte qui fait que on peut du coup caster sans araignée pour seulement 1, donc ça en fait un contre vraiment très très bon, même s'il est très précis, et reprendre une créature en main pour refaire potentiellement des effets de TB ou autre, c'est délicieux. Donc ces petits decks-là s'en régaleront, les autres decks passeront leur chemin. Dédicace. Dédicace à Domino sur Morlun, le dévoreur d'araignées. X et 2 mana noir, 2-1 lien de vie, il arrive avec X marqueur sur lui, quand il arrive avec X blessure à n'importe quel adversaire. Un adversaire ciblé, bon, du coup en duel commander tu connais, c'est forcément celui qui est en face. Ça fait du coup un petit drain de vie, ça se curve un peu n'importe quand. Ça fait un body qui descend hein, pour 2 mana noirs. Il va infliger 0 du coup dégâts, mais vous avez une 2-1 lifelink. Ce qui est, si vous êtes aux abois, acceptable, genre contre aggro. Dans les autres matchs, vous n'allez pas faire ça. Et voilà, les vents, les druides du deck building, Domino, m'ont susurré des builds mono noir. On fait tout pour aller chercher Cabal Coffer, etc., faire plein de mana. Et en fait, Morlun, c'est un kill en CZ. Qui va infliger beaucoup de dégâts ou qui va épuiser l'adversaire en castant plusieurs fois Morlun en fait. Même si vous faites de moins en moins de dégâts avec la taxe, c'est pas grave. On va dire que vous avez 8 mana, donc vous faites X égale 6, vous faites 6 dégâts, puis 4 dégâts, puis 2 dégâts. Juste à distance, en castant plusieurs fois Morlun, vous avez mis 12 dégâts. Vous avez gagné beaucoup de points de vie,
Et c'est pas trop dur là, le nombre de mana que je vous ai cité, surtout quand vous allez pouvoir tuto régulièrement, tour 3-4, votre Cabal Coffer et autres landes qui démultiplient votre mana. Donc ce Morloon, un peu mémesque, je vais pas vous mytho, un peu mémesque, mais potentiel de deck très polarisé avec des match-ups. Genre, ils peuvent pas faire grand chose contre ça, ils sont obligés de se battre, de cracher un compte tous les tours, sinon bah, ça meurt. Parce que vous pouvez arriver à un stade de la game où bah, Morloon il est létal dès qu'il est casté. Soit d'autres decks qui bah, veulent faire la course contre vous, sauf que quand vous faites des Drindy avec votre CZ, en plus d'avoir un body X1, parce qu'il aura des marqueurs, enfin XX, pardon, X-1, parce qu'il aura des marqueurs, c'est pas évident. Donc il y a un monde où vous épuisez contrôle. Vous pouvez, si vous ne mourrez pas trop vite en early game, bien faire la course contre aggro. Par contre, entre les deux midrange, il va relativement s'en foutre de votre CZ et vous n'aurez pas spécialement d'armes contre ça. Donc heureusement, midrange n'existe pas énormément, plus maintenant, mais pas énormément en duel commander. Mais on est peut-être sur quelque chose, un savant mélange de j'attaque ce qu'il faut dans le format et on est pas mal. Bon, par contre, contre combo, t'as de la discard, mais pas évident à mon avis. Il faut vraiment bien trouver ta discard. Passons à la pierre de l'âme qui est directement en lien avec Morloon, enfin directement et indirectement. Pour 2, on a une pierre de l'infini, artefact légendaire indestructible qui ajoute un mana noir. Pour 7, on l'engage, on exile une créature qu'on contrôle, on maîtrise la pierre de l'âme, et quand elle est maîtrisée, elle débloque sa capacité infinie qui est, au début de notre entretien, renvoyer sur le champ de bataille une créature de notre cimetière. Pourquoi je vous parle de ça? C'est assez mouais comme carte, hein, c'est extrêmement mouais. Si vous me dites c'est mouais la pierre de l'âme, je vous dis ouais, c'est extrêmement mouais. Mais en fait, il y a beaucoup de decks, notamment mono noir en duel commander, qui aiment bien jouer des petits cailloux. Pas énormément, mais des bons petits cailloux. Et ça, c'est un bon petit caillou quand vous jouez mono noir parce que ça vous accélère, non pas dans de l'incolore, mais dans du coloré, ce qui peut être très intéressant parce qu'il y a des cartes qui vous demandent pas mal de coloré noir. Par exemple, Morloon vous demande de noir typiquement. Donc vous êtes content d'en avoir le plus possible. Si vous jouez mono noir, vous allez me dire ah oui, mais toute ma mana base fait du noir. Oui, sauf que du coup, si tes cailloux en font pas, ça peut être relou. Donc là, si ton caillou en fait, c'est mieux. Et en plus de ça, ce caillou-là, donc, il va normalement être jamais géré par l'adversaire vu qu'il est indestructible, ou en tout cas très difficilement. En late game, ça va être un mana sync. Ça vous demande d'exiler une créature que vous contrôlez quand même, donc ça peut être un peu relou, mais vous avez toujours votre CZ pour faire ça au pire. Et ça vous permet d'avoir un fuel avec un artefact indestructible qui, tous les tours, réanime une bête de votre cimetière. Donc cette pierre de l'âme, je la mentionne parce que voilà, ce genre de deck, je pense que ça peut être très friand de la pierre de l'âme, et en plus cet artwork, il est quand même à tomber. Électro, batterie électrique d'assaut. Pour 3, on a une 2-3 vol. On ne perd pas le mana rouge non dépensé. Il est légendaire, pardon, humain et méchant. On ne perd pas le mana rouge non dépensé au moment où les étapes de fin et les phases se terminent. Les étapes, pardon, et les phases se terminent. À chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère rituel, on ajoute un mana rouge. Et quand il quitte le champ de bataille, on peut payer X pour infliger X à un joueur ciblé. Ça, c'est une bombe. C'est une bombe dans le sens où ça va stacker votre mana. Et quand ça quitte le champ de bataille, donc détruit, exilé, bouncé, blablibla, blabliblu, mis dans votre bibliothèque, ça quitte le champ de bataille, ça trigger, et du coup, tout le mana que vous avez stocké, plus le mana que vous avez potentiellement aussi d'étape, ça peut faire énormément de dégâts. C'est pas forcément quelque chose qu'on va curver au tour 3, si on le joue en tant que créature légendaire, enfin en tant que commandant. C'est un truc qu'on va décurver pour justement pouvoir faire l'effet bombe. Ou alors, on a un plan de jeu un peu combo où, comme ça nous rembourse un mana, on va pouvoir jouer plein de spells gratuitement ou plein de spells pas chers. Soit des spells qui font du mana nous permettent d'en faire encore plus. Les spells qui coûtent 1 coûtent 0. Et les spells qui coûtent 2, qui nous permettent genre de défausser une carte pour piocher 2, coûtent un seul mana pour creuser beaucoup dans notre deck. Donc c'est quand même plutôt intéressant. C'est une bonne carte dans certains decks aussi, dans des decks Vivi par exemple. Vivi un peu mitraille, un peu combo-ish. Ça, c'est une super carte, hein. Ça fait encore plus de mana quand vous lancez des spells. Ça fait un kill alternatif et ça vous permet aussi, quand vous n'arrivez pas à finir l'adversaire parce que vous moulinez dans rien, bah, vous avez du mana qui est stocké avec Electro qui peut du coup s'en servir. Donc ça, c'est intéressant pour ça. En général, j'ai l'impression que c'est un peu trop all-in, mono-rouge combo, et qu'il y a beaucoup de decks qui vont vous mettre à mal, notamment les decks bleus, parce que vous avez un peu rien à faire contre les decks bleus, à part le côté burn, parce que bleu déteste les burn spells. Au global, mais du coup si vous devez avoir une base un peu burn aggro pour battre les decks contrôle bleu, ça veut dire que votre deck il va avoir du mal aussi contre le reste, donc voilà, je sais pas, je pense que le 99 pour faire un bon deck est très dur à trouver,
mais pour le coût en mana et les capacités que ça propose, c'est quand même alléchant ce petit électro. Spider-Punk, ça c'est juste une bonne carte rouge que vous avez envie de mettre dans tous vos decks rouge, grulagro, ce genre de bail. Pour 2, on a une 2-1 émeute, donc soit célérité, soit un marqueur +1/+1 quand il arrive en jeu. Donc 3-2 pour 2, bonne stat, ou 2-1 haste, c'est ok. Les autres araignées qu'on contrôle ont l'émeute, ça me bat les couilles. Les sorts et les capacités ne peuvent pas être contrecarrés. Attention, les sorts et les capacités, pas que vous contrôlez. Donc si vous jouez ça dans un deck IZ, vous allez avoir des problèmes quand Spider-Punk est là. Et les blessures ne peuvent pas être prévenues. Donc tout ce qui est effet fog, mire des runes, ce genre de blabla, ça dégage. Les deux dernières capacités statiques, évidemment, sont ce qui nous intéresse le plus. Rendre tout ce qu'on fait incontrecarrable, parce que vous avez joué ça dans un deck qui ne joue pas de bleu, hein, et rendre les blessures imprévenables. C'est un petit plus, mais il y a 2-3 cartes bien reloues qui préviennent les blessures. Donc on est content aussi de les outrepasser, notamment les adversaires oublient comment la protection ça marche. Donc souvent, ils vont baser leur tour sur le fait qu'ils ont la protection, et finalement, ils l'ont pas avec Spider-Punk, et ça, c'est délicieux. L'émeute, c'est la petite capacité qui fait, genre, en early, je lui donne la haste pour les mettre les points. Mid-game, bon, ça va pas passer de 1 haste, donc ça devient une 3-2 pour 2 avec des stats quand même très agréables. C'est super. Spider-Punk, c'est super, c'est une bonne carte, mangez-en. Spider-Man Cosmic, est-ce que je l'aurais mentionné si ça n'avait pas déjà fait un top de tournoi? Non, parce que c'est une énième command zone 5 couleurs agressive pour être une maison, une powerhouse à tous ceux qui veulent jouer 5 couleurs bien gourmands, bien craquants. Ah, tiens, c'est marrant, je lève la main parce que j'en fais partie. 5-5, vol initiative, piétinement, lien de vie, célérité. Au début du combat pendant le tour, les autres araignées vous contrôlez acquièrent. Vol initiative, piétinement, lien de vie, célérité jusqu'à la fin du tour. Vous aurez pas ou peu d'araignées dans votre deck en jouant ça, on s'en fout un petit peu. Enfin, vous aurez peut-être si. En vrai, Spider-Punk, c'est pas dégueu. Donc vous pouvez avoir ça comme araignée. Mais là n'est pas la question. Ça a déjà fait un top de tournoi, c'est pour ça que je le mentionne. Je l'aurais pas mentionné de base, non pas que j'y croyais pas ou que je trouve pas ça bien, juste parce que toutes les 2 ou 3 extensions, ils sortent un nouveau truc 5 couleurs, et quand c'est un peu trop cher, un peu trop lent, on ne le joue pas parce que trop lent. Quand c'est un petit peu plus bagarre, là on le considère parce que justement on aime bien faire la bagarre en 5 couleurs. Parce que c'est dur de faire bagarre avec une CZ 5 couleurs, là ça fait bien la bagarre. Donc ouais, ça c'est un peu le nouveau commandant bagarre qui est une alternative à Kyodai. Kyodai a un côté protection, ça a vraiment un côté je te tue quoi. Je te tue. Avec le petit chinois, avec la célérité de lien de vie. Et initiative et le vol. Donc vraiment, qui peut bloquer ça? Levez la main. Enfin, Spider-Man Cosmic peut se bloquer lui-même, quoi. Mais sinon c'est tout. Ensuite, Arania, cœur de l'araignée. Je pense que elle arrive un petit peu trop tard pour être jouée dans Yoshimaru, mais ça marche quand même hyper bien dans le pack. Dans le pack, ça marche aussi. Dans le pack, je vous ai dit, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Pour 3, on a une 3-3, araignée humain héros. À chaque fois que vous, et elle est légendaire, à chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée. Donc c'est pas quand elle attaque, c'est quand vous attaquez avec une bête. Donc ça marche très bien dès qu'elle arrive. Et à chaque fois qu'une créature modifiée que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Une créature modifiée, c'est une créature qui a des marqueurs, qui a une aura ou qui a un équipement qui lui sont attachés. Les marqueurs, c'est pas forcément des marqueurs +1/+1. Un marqueur vol, un marqueur Death Touch, ça compte comme une modification, même si c'est pas très courant. Pourquoi c'est bien Arania? Parce que ça fait de la value dans un deck agressif comme Yoshimaru, donc on est content. Et ça marche tout de suite en mettant un marqueur en arrivant en jeu sur Yoshimaru et en mettant un marqueur sur une bête qui attaque, donc soit Yoshimaru, soit autre chose. Donc ça, si vous faites land légendaire Arania phase d'attaque avec Yoshimaru, il prend 3 marqueurs au tour 3. Déjà qu'il est sûrement déjà 3-3 au tour 2, ou 2-2. Il devient énorme. Donc l'adversaire, il doit chum bloquer ou prendre des dégâts. S'il prend les dégâts, boum, ça trigger. Vous n'aurez pas de mana pour utiliser la carte, mais à partir du tour suivant, vous pouvez vous en servir. C'est un swap parce que c'est légendaire, même si c'est pas bon comme swap à mon avis, à la place de Yoshimaru. Je vois pas trop l'intérêt de jouer ça en tant que commandant devant Yoshimaru. C'est juste... Alors ça fait de la value certes dans la CZ, mais on préférera jouer un peu midrange stacks avec Flash ou très aggro avec Yoshimaru si on veut jouer Boros plutôt que Arania. Par contre dans le deck, s'il y a encore un petit peu de place pour un drop 3 sympa, peut-être. Peut-être que cette Arania pourrait briller et faire des choses. Après tout, elle voulait juste briller. Et elle met des marqueurs sur autre chose que Yoshimaru, ce qui permet que n'importe quelle bête qui attaque devienne une créature modifiée qui peut vous faire de la value. Et ça fait quand même plaisir. Ensuite, Scarlet Spider, Ben Reilly. Riley.
Rayleigh, je ne sais pas. Pour 3, on a une 4-3 araignée humain héros légendaire, lanceur de toile 2. On peut la jouer pour 2 seulement en grul si on renvoie une créature engagée dans notre main. Piétinement, et quand il arrive en jeu, ce Scarlet Spider, s'il a été lancé en utilisant la capacité lanceur de toile, son coup de lanceur de toile, pardon, il arrive avec un marqueur +1/+1 sur lui. X étant la valeur de mana de la créature renvoyée. Souvent, on va faire tour 1, on va en jouer 1 milliard en rouge et en vert, parce que ça va être notre général, pour du coup faire Scarlet Spider tour 2, qui va être du coup 5-4 piétinements tour 2. Stat délirante. Si on le décurve du coup pour le jouer plus tard, la taxe s'applique, hein, mais pour 4 mana, ça reste très ok de renvoyer un drop 2-3 et de faire une immense bête de piétinement. C'est cool, sauf qu'en fait, je crois qu'on s'en fout en fait, malheureusement. Comme je disais juste avant, Yoshimaru, il fait des stats très vite, très grosses, sans aucune synergie. Enfin, la synergie, c'est de jouer des trucs légendaires. Il n'y a que des bonnes bêtes légendaires, donc il n'y a pas de galère. Encore une fois, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais ce Spectacular Spider-Man, il est légendaire, il marche très très bien dans Yoshimaru aussi. Scarlet Spider, du coup, c'est une alternative, ça peut être un bon commandant Grul. Ça peut être une bonne bête de deck Grul X dans le deck aussi. Notamment les decks Naya Yoshimaru peut-être aiment bien Scarlet Spider, je ne sais pas, je suis pas sûr, mais potentiellement. Je pense que ce sera pas joué. Je suis obligé de le mentionner parce que les stats, en fait, quand tu dis tour 2 en DC, 5-4 piétinement, c'est quand même assez délirant et qui te donne accès à 2 couleurs. Et vraiment, vous jouez une flopée d'accélérateur à 1 que vous allez du coup rejouer en les reprenant en main, ou une flopée de drop 1 rouge, célérité, menace, j'en passe, voilà, on s'en fout, juste pour remettre des points et pour reprendre Scarlet Spider. C'est fort, mais il fait juste des stats, en fait l'adversaire il tue, et si vous avez repris votre drop 1 rouge, c'est pas fou. Votre drop 1 vert, genre votre dork, vous pouvez le rejouer, donc ça vous a pas coûté grand chose, on va dire, un petit peu de tempo. Mais votre drop 1 rouge, vous le rejouez, c'est pas fou. Bon. Doute sur ce Sky Spider. Spider-Man supérieur, pour 4, on a une 4-4, araignée humain, héros légendaire. Vous pouvez faire que le Spider-Man supérieur arrive comme une copie de n'importe quelle carte de créature dans un cimetière, excepté que son nom est le Spider-Man supérieur, qui est une araignée humain 4-4, en plus des autres types. Quand vous faites ainsi exiler cette carte. Ça marche aussi bien dans votre CZ pour être un deck réanimateur que pour contrer un deck réanimateur en face, ou juste pour piocher une bonne carte qui se trouve dans un cimetière adverse. En plus que ça l'exile, donc au moins l'adversaire ne fera pas mumuse avec. Vous ne ferez plus mumuse avec non plus si vous exilez une carte de votre cimetière. Pourquoi je vous parle du Spider-Man supérieur? Très honnêtement, j'ai trouvé la carte intéressante quand on en parlait avec Val pour le standard, et je me demandais si ça pouvait faire des trucs en DC. La plus-value, c'est que c'est légendaire. Donc quand vous avez un plan de jeu réanimateur et que du coup la moitié de votre plan de jeu, c'est-à-dire le spell de réanimation, il est dans votre command zone, ça veut dire que dès que vous avez quelque chose qui enable votre stratégie, et en Dimir, c'est pas trop dur, c'est-à-dire que vous mettez un pâté au cimetière, vous pouvez caster votre Spider-Man supérieur et hop, vous avez le spell de réanimation. Vous n'avez pas besoin d'avoir les deux. Malgré ça, jusqu'à ce que ce soit online, on va dire, votre stratégie, vous avez une CZ qui fait rien. C'est une 4-4 qui n'a pas d'effet s'il n'y a rien de bien intéressant dans les cimetières. Parce que vu qu'elle garde ses stats de 4-4, il faut que ça ait des stats, des capacités intéressantes à piquer. Sinon, vous la jouez, c'est une 4-4. Donc il faut que ça ait des capacités d'évasion, il faut que ça ait des capacités statiques un peu solides, des capacités activées potentiellement que vous pouvez activer vous, un peu intéressantes. C'est pas gratos quoi. C'est pas gratos du tout. Et en même temps, c'est un peu gratos. Donc voilà, Spider-Man supérieur, c'est mentionné. Et on finit, classique, hein, mais j'ai vu pas grand monde en parler pour le Duel Commander, donc peut-être que c'est la base et du coup on n'en parle pas. Moi je trouve que quand même faut le dire. Passage multiversel, c'est un terrain qui, quand il arrive en jeu, au moment où il arrive en jeu, on choisit un type de terrain de base, puis on peut payer des points de vie. Si on ne le fait pas, il arrive engagé comme un Raveland, et ce terrain est du type choisi. Donc ça ne fait qu'une seule couleur comparé au Raveland, mais ça fait la couleur que vous voulez. Ça se met un petit peu dans n'importe quel deck qui n'est pas monocolore. Ça se fait de payer 2 points de vie hein, pour juste avoir un mana dégagé de la couleur de notre choix, notamment c'est plutôt réservé pour les decks à partir de 3 couleurs. 2 couleurs, je pense pas qu'on le joue honnêtement, mais à partir de 3 couleurs, on aime bien avoir un petit fixing supplémentaire, notamment parce que maintenant on fait des super lands qui sont les aurées, qui sont des decks qu'on a envie de jouer, mais en tricolore ça peut être un petit peu gourmand, un peu craquant, et du coup on a un land de plus, malheureusement qui ne se fetche pas, mais en même temps il aurait peut-être été un peu trop craquito, s'il se fetchait, mais ça nous débloque, c'est un basique de plus on va dire, pour débloquer nos aurées, ou autre synergie qui nécessite d'avoir des types de terrain de base. On peut aussi choisir une couleur qu'on ne joue pas
pour s'en servir pour caster des spells, peut-être qu'on a piqué à l'oppo. Ça peut avoir plein de petites applications par-ci par-là, d'avoir accès justement à des couleurs auxquelles on n'a pas accès de base, pour utiliser des spells, je sais pas, avec la convergence, ce genre de bail, des spells qui vous demandent d'utiliser plein de couleurs différentes. Ça peut se faire, ça peut se faire, ça peut se faire. Et ça conclut ce top des cartes Duel Commander de Spider-Man. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu et à mettre un petit commentaire pour les cartes dont j'aurais pas parlé ou pour les cartes dont j'ai parlé, auxquelles vous ne croyez pas pendant qu'on a un petit sub. Je sais pas si vous avez entendu l'alerte, en tout cas ça régale. Des bisous à tous. On se retrouve prochainement pour du contenu Duel Commander et autres sur cette même chaîne. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.